curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marian, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Pour ce nouvel épisode, j'interviewe Ferhat Alani. Il est reporter et producteur. Il collabore régulièrement avec Arte, France 24 et Canal+. Il a été correspondant à Bagdad entre 2003 et 2008. Il a réalisé un reportage dont je me souviens encore qui s'appelait « Les enfants sacrifiés de Falloujah », sa ville natale. Et il a également écrit un livre, Le parfum d'Irak, qui décrit parfaitement la chute de son pays. Et là, vous vous demandez certainement pourquoi j'interviewe Ferhat aujourd'hui. Quel rapport ? Car ce podcast traite de la santé et de tout ce que l'on peut faire pour la préserver, quand on en a la chance et la possibilité. Mais qu'en est-il dans un pays en état d'urgence ? Qu'en est-il quand on n'a pas le choix ? C'est ce que Ferhat va nous raconter. Bonjour Ferhat. Bonjour Cindy. Je précise qu'on est dans les locaux de Nova, donc merci de nous accueillir. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur toi ? Je suis français d'origine irakienne. J'étais basé à Bagdad entre 2003 et 2008 pour couvrir la guerre. C'est là que j'ai commencé en fait mon métier et j'avais la chance de pouvoir dormir chez ma famille dans ce qu'on appelle la zone rouge de Bagdad. Donc en fait tout le reste du pays, toutes les parties où les Américains ne pouvaient pas rester, donc avec la population en fait. Et ça m'a permis d'apporter un regard un peu, déjà à l'époque, un peu différent sur l'Irak parce que en tout cas, dans les médias français, j'étais le seul Français d'origine irakienne qui parlait la langue et qui avait accès directement aux Irakiens au début. Donc, c'est peut-être qu'on en parlera plus tard, mais du coup, je mangeais avec les Irakiens, je buvais avec les Irakiens, je dormais avec les Irakiens. En immersion complète. En immersion totale et parfois, au fur et à mesure des années, avec des maisons qui se vidaient parce que moi, j'y allais, Français fasciné par l'Irak. Mais ma famille irakienne, quand elle le pouvait, elle quittait le pays parce que c'était trop violent. Et ils me demandaient à chaque fois de les suivre. Et ils ne comprenaient pas au départ pourquoi moi je venais en Irak. Et voilà. Et donc toi, tu es né en France ? Moi, je suis né à Paris Oui. En 1980. et j'ai découvert l'Irak à l'âge de 9 ans, quand mon père a décidé de nous envoyer au pays, en 1989 exactement, juste après la trêve entre l'Iran et l'Irak, après 8 ans de guerre. Pour moi, l'Irak, c'était juste un mythe. C'était une très grande famille que je n'avais jamais vue. C'était aussi les clichés que j'avais en tête, comme tout petit Français. Le Moyen-Orient, c'est Aladdin, c'est les 1001 nuits, c'est les chameaux, c'est les dunes de sable. Et j'étais en même temps hyper fasciné par ce pays. Donc en 89, on a découvert un pays qui était à l'opposé des clichés justement qu'on avait. Et comment tes parents ont atterri en France ? Alors mon père, il était opposant politique au régime de Saddam Hussein, qui n'était pas président à l'époque, il était vice-président, mais c'est lui qui tenait le pays. Et à l'époque, on ne pouvait pas trop être opposant au régime. Et du coup, mon père a terminé en prison pendant 3 mois, dans un endroit qu'on appelait le château de la faim. Ça veut tout dire. En général, on n'en sortait pas, mais lui... de la faim FIN ? De la faim FIN, exactement, il faut le préciser. Ouais. Mais lui était un militant, on va dire, jeune, et donc c'était ceux qui s'en sortaient un peu, c'est ceux qui distribuaient des tracts, c'était pas des gens très importants, en fait, à l'époque. Donc il a eu la chance de pouvoir en sortir. Et ensuite, dès qu'il a eu l'occasion de quitter l'Irak, il l'a fait, c'est-à-dire quelques jours après sa libération. Ce que j'ai oublié de préciser auparavant, c'est que mon père travaillait en tant que fonctionnaire au ministère de la Jeunesse. Il était chargé des délégations étrangères. Donc, il avait accueilli une délégation de la lutte ouvrière, donc des Français. Et après
quelques discussions, eux avaient compris que mon père était plutôt de leur bord, donc on va dire de l'extrême gauche. Ayant senti que c'était pas terrible de faire de la politique en Irak, ils lui ont laissé leurs coordonnées. Et quand il est sorti de cette prison, justement, il a retrouvé cette carte avec une adresse. La ville, d'ailleurs, c'est Bonneuil-sur-Marne. Et mon père s'en rappelle toujours. Et du coup, il a fui en 1972. Et avec l'idée, un jour, de revenir en Irak. Donc, quand il est arrivé en France, à Paris, c'était le début des années 70, c'était la fête. Mon père était militant. Il était totalement, on va dire, j'aime pas trop ce terme, mais intégré à la société française. Et c'est bien plus tard, 6 ans plus tard, qu'il croise ma mère, qui, elle, était en vacances. Elle n'était pas du tout dans la politique. Elle était d'une famille plus aisée. Irakienne aussi. Irakienne aussi, de Fallujah, comme mon père. Fallujah qui est à 50 km à l'ouest de Bagdad. Et mon père m'a toujours dit, quand j'ai vu ta mère en 78, j'ai revu l'Irak, en gros, revenir à moi. Et donc ça a été un coup de foudre en France. Mhm. Et finalement, ils sont mariés. Et moi, je suis né donc 2 ans plus tard. Ils sont pas retournés en Irak. Et donc, il y a eu la révolution islamique en Iran en 79, pour la faire courte. Et juste derrière, Saddam Hussein a lancé une offensive contre l'Iran qui a duré 8 ans. Donc là, entre 80 et 88, évidemment, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les portables, il y avait le téléphone fixe et encore, c'était compliqué. Et donc, mes parents eux-mêmes avaient très peu de nouvelles de leur famille. Nous, quasiment zéro. On ne savait pas ce que c'était, en fait. L'Irak, la guerre, l'Iran, ça ne nous parlait pas trop, ma sœur et moi. On est 2, j'ai une petite sœur. Mhm. Et donc, pas de nouvelles. Et donc, quand la trêve est signée, en fin 88, tout de suite, mon père, comme un instinct, décide de nous envoyer là-bas pour qu'on, j'allais dire renouer, mais c'est même pas renouer, pour qu'on rencontre en fait notre culture d'origine, l'Irak. Et aussi parce que ma mère voulait voir sa famille. Et donc, on est parti sans mon père, la première fois en 89. Et je le disais tout à l'heure, mais ma sœur et moi, on a découvert un pays magnifique, avec des yeux d'enfant, peut-être un peu naïf, mais voilà, c'était vraiment quelque chose que j'oublierai jamais. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir journaliste ? En fait, justement, quand je suis rentré de ces vacances-là, je précise que c'était en pleine période scolaire, donc c'était assez exceptionnel. Et dans mon école, j'ai été absent pendant 2 mois. On m'a appelé le revenant quand je suis rentré. On était parti en octobre 89, retour en décembre. Sauf que le revenant, il avait des histoires à raconter d'un pays dont on n'entendait pas parler en France. L'Irak, c'est pas commun en France, encore une fois. On n'a pas d'histoire coloniale avec la France. Et donc, je racontais des histoires. Toujours, depuis 89, parce qu'ensuite on a eu la chance d'y retourner encore, durant l'embargo, en 92, 93, 94, etc. Et à chaque fois, je rentrais avec des histoires. Mais je ne savais pas que ce que je faisais, sans me rendre compte, c'était un petit peu de journalisme. C'était raconter des choses lointaines à mes amis. Et c'est bien plus tard, je pourrais pas mentir et dire que j'avais la vocation d'être journaliste quand j'étais petit, pas du tout, même à 20 ans, je ne savais pas vraiment. Mais un jour, quand j'ai compris que ça existait comme métier, qu'on appelait ça le reportage, j'ai décidé de poursuivre sur cette voie-là. Et à quel âge, t'avais quel âge quand la guerre a commencé en Irak ? J'avais 23 ans. Donc c'était en 2003. On sentait la guerre monter parce qu'il y a eu le 11 septembre 2001. Comme nous tous, on se rappelle de ce qu'on faisait exactement le 11 septembre 2001. Et à ce moment-là, j'ai eu cette envie de raconter des choses parce que tout de suite, dès le lendemain, l'administration Bush à l'époque avait mentionné l'Irak, qui, nous, on le savait, et je crois que la plupart des gens le savaient, l'Irak n'avait rien à voir avec cet attentat. Et donc, je me suis vite inscrit dans une école de journalisme. J'avais déjà un doc d'histoire. Et avec l'idée éventuellement, si l'Irak était amené à être envahi, d'y aller et de couvrir la guerre. Et il se trouve que j'ai terminé cette école au moment de la chute de Bagdad, donc début 2003, en mars 2003 exactement. Et c'était le déclic finalement pour toi ? Donc ça a été le déclic, exactement, ça a été un déclic. Et malheureux à dire, mais ça a été une opportunité pour moi professionnelle, mais en même temps une tristesse au niveau personnel parce que j'avais moi un peu coupé contact avec l'Irak depuis on va dire 95-96 et là je renoue avec un pays qui est en chute et qui est dans le chaos en fait, et donc ça a été très dur au niveau personnel
Mais au niveau professionnel, j'ai tout de suite travaillé pour de grands médias, notamment presse écrite au départ, quoi. Comment t'as appris concrètement que la guerre commençait et comment t'as réagi toi à ce moment-là? En fait, j'ai appris que la guerre allait être lancée, on va dire, en janvier 2003. J'étais encore en France, donc encore dans cette école de journalisme, et j'étais chez moi avec mes parents, et on regardait à la fois les chaînes françaises, moi je regardais aussi les chaînes anglaises, et mes parents regardaient les chaînes arabes. Donc on avait de quoi recouper en fait l'info, et on savait que ça allait monter et que ça allait venir, et Bush avait annoncé son fameux ultimatum. Et donc j'ai assisté en fait au bombardement avec mes parents devant la télé, un soir horrible du 19 mars 2003. J'ai pas pu en fait me contenir. Je me rappelle que ce soir-là, j'ai cassé une porte chez moi de colère parce qu'on a vu des images très dures assez rapidement. Et ta famille était là-bas? Et ma famille était là-bas, et la même inquiétude qu'en 91, parce qu'on avait assisté aussi à ça à la télé avec mes parents, l'invasion du Koweït, puis les frappes occidentales de l'Irak. On avait déjà eu des pertes dans la famille, et là, on savait que ça allait être encore plus gros. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait vite que je termine cette école de journalisme pour y aller. Et d'ailleurs, en étant moi-même étudiant dans cette école, au lieu de faire des stages dans les journaux, j'avais négocié avec le directeur à l'époque d'aller directement en Irak. Donc j'allais déjà faire des piges, comme on dit, comme un journaliste indépendant, encore étudiant. Et donc quand je rentrais de ces périodes de stage, entre guillemets, j'avais déjà des papiers signés. C'était un petit peu le trophée que j'avais ramené de l'Irak à l'école. Tout le monde faisait circuler l'article. Le premier article que j'avais écrit d'ailleurs pour un journal belge qui s'appelle Le Soir. Voilà, pour info. Et alors, donc tu décides d'aller là-bas. Quelles sont les conditions de vie sur place? Déjà, je ne reconnais pas l'aéroport de Bagdad. Enfin, je le reconnais, on va dire, esthétiquement. Il n'a pas vraiment changé depuis les années 80. Mais sur le tarmac, on voit tout de suite des chars américains, on voit des soldats surarmés, on voit des hélicos qui traversent l'aéroport au-dessus de nos têtes. Et ça vous met dans une ambiance de guerre tout de suite. Et donc c'est très étrange comme sentiment, en tant que Français d'origine irakienne. Tout de suite, le premier sentiment que j'ai eu, et je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui, c'est vraiment l'humiliation. Je me suis senti humilié en fait. C'était mon pays, et j'ai vu des étrangers pas très, pas très sympas, pas très cordiaux, avec des armes, faire comme s'ils étaient chez eux. Et ça, c'était la première ambiance. Et ensuite, quand on prend la route de l'aéroport, que plus tard on appellera la route de la mort, qui mène entre donc, l'aéroport de Bagdad et le quartier ouest de la capitale, qui était déjà très dangereux, ça fait très bizarre en fait. On passe le long d'un mur de 6 mètres qui est censé contrer les obus de mortier et les roquettes. Donc ça vous met dans une ambiance très étrange. Et moi, je ne connaissais pas la guerre. Je connaissais la guerre de loin. Je savais que mon pays avait déjà été en guerre. Et j'avais vécu l'embargo imposé par l'ONU, qui était très dur, mais ce n'était pas la guerre. Et ta famille est toujours sur place? Et à ce moment-là, ma famille est sur place. Elle subit en fait l'invasion américaine. Et je tiens quand même à préciser que beaucoup d'Irakiens, même au sein de ma famille et du nord au sud, espéraient vraiment que Saddam soit éjecté, mais sans être naïf. Donc c'était un sentiment mitigé. Pourvu qu'il s'en aille, mais pourvu que les Américains s'en aillent juste après. Et en fait, quand Bagdad est tombé, le 9 avril 2003, ma famille tout de suite quand a tu pris dis conscience. Bagdad est tombé, ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est une expression qu'on emploie, mais c'est quand le régime de Saddam Hussein s'est écroulé avec ce symbole qui était la statue de Saddam Hussein. Je pense que tout le monde s'en rappelle aussi. Cette statue qui a été tirée par un char et qui est tombée en plein Bagdad, avec au départ le drapeau américain sur le visage de Saddam, et puis ça a vite été rectifié avec un drapeau irakien. Tout de suite, les Irakiens, donc, au départ, étaient joyeux de la chute, mais le lendemain, ont compris que ce n'était pas une libération, mais une occupation. Mmh. Et dans ma famille, c'était tout de suite le débat, qu'est-ce qu'on va faire ? Et ceux qui avaient les moyens avaient déjà planifié de fuir. Les autres... En Syrie ? Alors d'abord en Jordanie, En Jordanie, qui est le pays voisin. La Syrie aussi d'ailleurs, mais il y avait des liens assez forts entre l'Irak et la Jordanie.
à l'époque. Donc ceux qui avaient les moyens ont d'abord fui en Jordanie. Ça a concerné surtout la famille de ma mère, qui était donc encore une fois une famille de commerçants, d'industriels, qui avaient les moyens. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Donc je passais de maison en maison, de mes tantes et de mes oncles. Et avec le temps, ces maisons se vidaient. Donc moi j'y allais et ma famille fuyait. Mhm. Donc Bagdad était en train de se vider, quoi. Alors, ceux qui avaient les moyens étaient quand même minoritaires à Bagdad. Donc on n'avait pas encore le sentiment que la ville se vidait. Mais le chaos s'installait petit à petit. C'est-à-dire qu'on voyait les soldats américains traverser la ville avec leurs chars, laisser des traces sur le sol. C'est des détails, hein, mais c'est très important pour, comment dirais-je, pour l'état d'esprit même des Irakiens. C'est pas des fleurs que les Américains jetaient dans la rue, c'était donc ils laissaient des traces de chenilles de chars. Il y avait déjà des bavures assez vite. Les Américains connaissaient pas du tout le pays et pensaient vraiment être accueillis comme des libérateurs. Et ils ont vu en face une population éduquée et donc hostile, parce que cette population avait compris leur démarche. Et donc voilà le climat à l'époque. C'était un climat, on va dire, de doute, de suspicion et de peur. Et au niveau sanitaire ? Catastrophique. Au niveau sanitaire, ça on l'avait déjà vu en 1991 avec les bombardements. Mais on va dire qu'en 2003, ça a été puissance 10. En gros, tous les bombardements américains ont d'abord ciblé les ponts, toutes les infrastructures, les centrales électriques, l'eau. Tout a été contaminé très vite. Et on sait maintenant, avec le recul, que certaines armes américaines nouvelles ont été testées à ce moment-là, en Irak. Et ces armes sont composées d'uranium, de tout un tas de choses très toxiques, des bombes sales exactement, alors que cette guerre avait été vendue comme étant une guerre propre, avec des frappes chirurgicales. Mais en fait, pas du tout. C'était une guerre très très sale. Et donc tout de suite, plus de courant, du jour au lendemain, plus de courant, l'eau potable dans certains quartiers, non potable dans d'autres, ultra nocive dans certains quartiers, moins dans d'autres. Et donc ça a été vraiment un moment de chaos où, encore une fois, ceux qui avaient les moyens s'étaient rués vers les supermarchés pour faire des stocks, des réserves, comme si l'apocalypse allait se dérouler quelques jours après, quoi. Donc tout le monde se préparait, tout le monde se bunkerisait. Il y avait une sorte de peur ambiante constamment, en fait, du matin au soir, alors que ça devait être une libération et que tout le monde devait être joyeux. Mais c'était pas le cas. Les gens ont bien senti que c'était des bombes qui n'étaient pas clean. Sur le coup, oui, parce qu'ils avaient l'expérience de 91. En 91, encore une fois, les bombardements étaient également horribles et ils ont visé d'abord toutes les infrastructures du pays. Je parle là pour les Irakiens, je cite en fait les Irakiens de l'époque qui me disaient en fait leur but premier, c'est pas d'éjecter Saddam Hussein ou de se débarrasser de l'armée, c'est d'abord de ramener le pays à l'âge de pierre. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a quand on est là-bas. Parce que quand on n'a pas d'électricité, pas d'eau, alors que l'Irak était, avec tous les défauts du régime de Saddam Hussein, était ultra riche, ultra éduqué, ultra équipé. Les Irakiens ne meurent pas de faim, ils mouraient par balles durant la guerre. Mais c'est pas... les Irakiens avaient les moyens de construire un pays et de fonder des institutions. Donc c'était ça, en fait, la réalité du terrain à l'époque. Et au niveau des soins ? Alors, il y a des antécédents en Irak, parce que donc il y a eu cet embargo qui a duré 12 ans, entre 1991 et la chute du régime de Saddam Hussein en 2003. Ça a été, je crois, l'embargo le plus dur qui soit dans le monde, dans l'histoire de la communauté internationale. Moi, je me souviens, et je le raconte, je l'ai raconté dans les reportages, et puis plus tard dans un livre, mais qu'on n'avait même pas le droit en Irak d'importer du sucre, par exemple, ou très peu. Les médicaments, interdits, parce que les Américains soupçonnaient les ingénieurs de l'armée irakienne de pouvoir fabriquer des bombes avec tout et n'importe quoi. Donc il y avait les médicaments, mais également les crayons papier à l'époque. Donc pendant l'embargo, les médicaments étaient distribués au compte-gouttes et souvent très chers. Les hôpitaux débordent d'urgence. Tu racontes une anecdote à ce sujet dans ton livre. Comment on se soigne en fait sans argent ? En fait, il m'est arrivé, moi, un incident quand j'étais adolescent, en 95, en Irak, qui m'a amené à me rendre compte de ce qu'était l'embargo. Je me suis pris en fait la pale d'un ventilateur qui était au plafond.
parce que voilà, je m'amusais avec mon cousin, j'étais assez grande taille à l'époque et on devait toucher le plafond, et donc j'avais gagné. Et je m'étais pris cette balle sur le haut du crâne. Donc je me suis ouvert le crâne et il a fallu qu'on m'emmène à l'hôpital très vite. Donc ça, c'était en plein embargo, durant la pire année de l'embargo, 1995, là où il n'y avait plus rien. C'était la misère totale. Et donc je débarque dans cet hôpital chaotique. Et là, au milieu des cris, au milieu de choses horribles que j'ai vues, j'attendais donc le médecin. Il arrive, il me regarde dans les yeux et il me dit on va te recoudre, 5 points de suture, mais sans anesthésie, parce qu'on n'a pas les moyens. Et là, je vois mon cousin se lever, qui connaissait sûrement le mécanisme du système D dans un pays sous embargo, lui a donné une liasse assez énorme pour que je puisse être anesthésié. Donc ça raconte l'état déjà des hôpitaux en 95, qui n'avaient pas les moyens et qui réservaient malheureusement ces médicaments et cette anesthésie-là en particulier à ceux qui avaient les moyens. Donc en 2003, c'était encore pire. En 2003, il n'y avait toujours pas de médicaments et l'état sanitaire s'était aggravé. En fait, les hôpitaux étaient eux-mêmes bombardés. Les Irakiens redécouvraient des maladies qui n'existaient plus, comme le choléra. Donc ça a été très compliqué et ça l'est encore aujourd'hui. Ah, ça l'est encore aujourd'hui. Ça l'est encore aujourd'hui parce que, pour la faire courte, hein, vraiment, mais lorsque les Américains ont laissé les clés du pays aux politiques irakiens, eh ben, on a découvert que ces gens-là, qui avaient fui l'Irak des années auparavant, ne connaissaient rien au pays et étaient venus d'abord pour leur intérêt personnel, pour se remplir les poches, pour le dire vulgairement, plutôt qu'à l'intérêt à long terme du pays. Et donc, malgré les milliards de dollars qui rentrent par mois en Irak, pays pétrolier ultra riche, eh ben, cet argent-là n'est ni investi dans la reconstruction de l'électricité, de l'eau, dans les hôpitaux, mais est dilapidé par ces hommes politiques dans leur quasi-majorité, avec une corruption sans précédent également. Donc il y a des milliards qui rentrent. Mais pas pour les gens. Rien pour les gens. Les gens ne voient pas la couleur du pétrole, c'est ce qu'ils disent souvent. On est riche, mais on maudit ce pétrole dont on ne voit pas la couleur. Comment se soignaient les gens avant la guerre ? Est-ce qu'il y avait des remèdes de grand-mère ? Est-ce que tu connais un peu tout ça ? Oui, alors moi je me souviens d'une... Alors j'ai pas connu mes grands-parents, pour les raisons évidentes que voilà, on était en France et pas en Irak, et l'accès à l'Irak était compliqué, mais mon père avait une belle-mère, donc que je considérais un peu comme ma grand-mère à l'époque, qui avait des remèdes tribaux presque. Elle allait souvent au marché acheter des plantes, je ne pourrais pas dire lesquelles exactement, mais elle préconisait toujours, avant les médicaments qu'elle n'avait pas connus quand elle était enfant, c'est ce qu'elle disait à mon père, des plantes pour la fièvre, des plantes pour les maux d'estomac. Elle avait tout un tas de remèdes comme ça, qu'on pourrait appeler de la médecine traditionnelle en fait. Inspirée de sa propre mère, enfin, tout ça se transmettait de mère en fille. C'était vraiment un truc qui était réservé aux mamans et aux grands-mères. Et elle faisait comme ça des espèces de potions, de potions naturelles. Et l'alimentation est donc très culturelle et très ancrée en nous. Je le vois bien au fil des interviews où chacun a ses traditions. Quelle place occupe l'alimentation en Irak ? Elle est très importante. Alors c'est pas vraiment surprenant pour un pays, on va dire, pour caricaturer un peu, oriental, moyen-oriental. On sait qu'on mange bien dans ces pays. On mange bien en quantité, mais pas toujours en qualité. Moi, ce que je savais déjà à l'époque, c'est que la nourriture irakienne que j'adore est quand même très grasse à la base. C'est très à base de riz. Le féculent premier en Irak, c'est le riz. L'Irak est un pays qui fait du riz, qui cultive le riz, je veux dire. Et donc... je posais déjà la question, moi, à mes parents. Je leur demandais pourquoi est-ce qu'on mangeait du riz à chaque repas. Et ajouter à cela énormément de viande rouge. Pour deux raisons. D'abord, parce que manger de la viande rouge, c'est être prospère, selon les Irakiens, c'est-à-dire avoir un peu les moyens et donc ne pas se priver. Ne pas avoir de viande rouge, c'est être d'une autre catégorie de la population, de manière générale, d'être d'une catégorie sociale plus basse. Donc... quand je dis que ça a une importance, c'est que déjà au niveau social, ça a une importance. Quand on va chez des Irakiens et qu'on trouve de la viande, on peut se dire, tiens, eux, ça va, ils ont les moyens. Donc en gros, la constitution d'un plat irakien, c'est ça, c'est riz, sauce, viande, grillade. Et il y a également un poisson très réputé en Irak qui s'appelle le masgouf, qui est une sorte de carpe locale, qui se cuit à la sumérienne, donc cette civilisation millénaire, où en gros on ouvre le poisson en deux, on plante 2 bâtons de bois dedans,
et le poisson cuit face à un feu durant des heures et des heures. Et c'est un plat qui est mangé régulièrement par les Irakiens, qui est une sorte de célébration. Je pourrais dire que c'est presque l'équivalent du couscous le dimanche chez les Maghrébins en France. C'est un truc vraiment qui réunit la famille. Et pour poursuivre ensuite sur le dessert, c'est souvent des fruits. Mais ce que j'avais noté à l'époque, c'est que, par exemple, la pastèque, qui est le fruit aussi par excellence en Irak, la pastèque se mangeait avant le repas. C'était comme une entrée, en fait. Et j'ai découvert, moi, bien plus tard, que c'était ce qu'il fallait faire. Oui. Qu'il fallait manger ce fruit avant et surtout pas après, après un éviter repas. les fruits après le repas. Ouais. Tu parles aussi beaucoup des odeurs de l'Irak qui ont changé aussi. Oui, parce que d'abord, c'est mes premiers souvenirs, moi. Je pense qu'on a tous un peu une mémoire olfactive, mais moi, je me rappelle d'événements très précis par l'odeur et par le goût. Et notamment, en 89, quand je découvre l'Irak, je déguste une glace à l'abricot dès ma sortie de l'aéroport, en fait. Et c'est ma Madeleine de Proust, en fait. C'est aujourd'hui, quand je sens, ne serait-ce que le fruit, qu'est l'abricot, ça m'emmène quasiment 30 ans en arrière en Irak. Et donc, quand je fais le récit en fait, de cet Irak à travers ce livre, Le parfum d'Irak, j'évoque plusieurs fois, à plusieurs reprises, des aliments, des odeurs, pas toujours de la nourriture, ça peut être aussi l'odeur de la naphtaline, parce que c'est ce qu'on mettait en abondance dans les armoires et dans les valises en Irak, parce qu'il y avait beaucoup de cafards, donc il fallait éloigner les insectes, mais cette odeur, aujourd'hui encore, me pince le cœur. Et donc il y a aussi le thé irakien qui est très important au niveau social, mais aussi de toute façon dans la culture irakienne, qui est un thé noir très fort, avec de la cardamome par-dessus, et malheureusement beaucoup de sucre. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Et donc, c'était aussi un pays gros producteur de dattes. Il y avait beaucoup de palmeraies, non ? Chose qu'il y avait beaucoup moins Exactement. Après la guerre. L'Irak était le premier producteur de dattes dans le monde, on va dire jusque la fin des années 80. Avec la guerre, évidemment, ces dattiers, ces palmeraies ont été détruites petit à petit. L'Irak restait encore important dans l'exportation de dattes dans la fin des années 90, mais là, avec l'arrivée de l'armée américaine en 2003, ça a été une autre catastrophe. Les Américains ont rasé des dizaines et des dizaines de palmeraies du nord au sud pour avoir une meilleure visibilité sur le terrain, parce que beaucoup d'insurgés se cachaient derrière les arbres. Et ça, c'était une catastrophe, parce que la date est tellement importante dans la culture irakienne que ça remonte même à la Mésopotamie, à Sumer. Et mon père me comparait souvent les différentes dates au fromage français. Il y a à peu près, je crois, 360 fromages en France, et il y avait à l'époque 350 variétés de dates. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il en reste 2-3 peut-être, donc on en trouve encore. Mais il y avait des dates vraiment rares quoi, à l'époque, et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Qu'on ne retrouvera plus. Ça c'est un truc que je garde en tête, en fait. J'ai pas mal de contacts avec des paysans en Irak et des gens qui ont des palmeraies. Et on dit que certains ont gardé certaines graines pour faire repousser des semences, pour faire repousser des dattiers quand ça ira mieux un jour. Ouais. On dit souvent qu'on s'habitue à tout, donc c'est une phrase toute faite. Dans la réalité, comment on gère le mental, la partie psychique, pour résister malgré tout ? Eh ben, il faut avoir un exutoire, en fait. Chacun a son exutoire, mais ce que je veux dire avant ça, c'est que la capacité de l'être humain à s'adapter à une situation est incroyable, en fait. On le sait pas, en fait, avant de rencontrer une situation précise. Mais moi, quand je suis allé, encore une fois, en Irak en 2003, je n'y suis pas allé l'air fier en me disant que j'allais surmonter toutes les épreuves et en sachant ce qu'était la guerre. Donc j'ai découvert tout ça. Donc évidemment, on passe par des phases compliquées, la peur, l'angoisse, le stress, l'inquiétude. Ça, c'est tout au long de mes correspondances en Irak. Mais aussi bien physiquement que mentalement, on s'adapte. Donc mentalement, moi, c'était plus intérioriser les choses. Et puis, comme moi, j'avais la chance d'avoir ce passeport français et de pouvoir quitter l'Irak de temps en temps, quand j'arrivais en France, mon exutoire, c'était le sport. Donc, il fallait vraiment que je fasse du sport comme un malade pour évacuer tout ça. Il y en a d'autres
Pour d'autres, c'était l'alcool. Pour d'autres, c'était la drogue. D'autres, moi, j'ai vu des journalistes faire des crises de tétanie. Donc physiquement, ils étaient recroquevillés par terre dès qu'ils sortaient de l'Irak, parce qu'ils avaient également intériorisé, mais peut-être qu'ils n'avaient pas trouvé leur exutoire. Mais voilà, pour ma part, c'était ça. C'était surtout le sport. Et comment on efface les traumatismes, si tant est qu'il soit possible de les effacer? Parce que certains enfants sont nés pendant la guerre, par exemple. Bah oui, tout autour de moi, j'avais des enfants qui naissaient pendant la guerre, d'autres qui connaissaient déjà la guerre des années 80, des gens de ma génération, mes cousins, qui, eux, ont grandi sous les bombes. Et ben ça, on le voit. On voit ça au quotidien. Moi, à chaque fois qu'il y avait un hélicoptère américain qui passait au-dessus de ma tête, ça me faisait quelque chose quand même. C'est-à-dire que je regardais, j'avais un geste brusque. Ce que je voyais autour de moi, c'était tout à fait l'inverse. À la fois mes cousins de ma génération et puis mes petits-neveux et nièces qui étaient nés en 2003, pour eux, ça leur semblait tout à fait banal. Et moi, j'avais noté ça tout de suite. Je me disais, mais comment, surtout pour les enfants, comment on devient enfant, adolescent et adulte lorsqu'on grandit avec ça, lorsque cette violence, lorsque la guerre est banale, est banalisée. Et c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Et si on ne trouve pas une voie, ou encore une fois un exutoire, pour pouvoir s'en sortir, je pense que c'est très dangereux même pour ces gens-là. Et surtout, le stress post-traumatique, qui ne concerne pas seulement les soldats américains ou irakiens, mais qui concerne la population, personne ne peut guérir ça actuellement en Irak. C'est pas un sujet qui fait l'actualité, c'est un sujet qui est même tabou. Personne ne dit qu'il a un problème de traumatisme lié à la guerre. Ça ne se fait pas. C'est pas encore dans les mentalités. Donc en fait, il y a des cas qui doivent être certainement très graves, mais il y a personne en face pour y remédier. Il y a d'autres sujets tabous, donc toi que tu as mis un peu sur le devant de la scène, c'est notamment dans ton documentaire sur les enfants sacrifiés de Falloujah. Donc là, comment on gère une telle crise sanitaire? En fait, si tu peux nous expliquer un peu. En fait, donc, très vite, il y a eu une bataille urbaine très importante dans la ville de Falloujah, justement, qui est la ville de mes parents. Parce qu'il y a une insurrection qui s'est créée là-bas. Donc Falloujah est devenu un petit peu un symbole de l'insurrection, de la résistance anti-américaine. Et donc les Américains ont voulu, pour citer leur terme, vite nettoyer la ville de ces, entre guillemets, terroristes. Et donc ils ont utilisé tous les moyens, et notamment des armes très très sales, très très toxiques, à base de phosphore blanc, mais surtout d'uranium appauvri et d'uranium enrichi. Et ils ont bombardé durant des jours et des semaines la ville de Falloujah en novembre 2004, faisant des milliers de morts. Et en 2005, on commence à voir des naissances de bébés déformés. Mais à un rythme hallucinant. C'est qu'à un moment donné, c'était un enfant sur 5, une naissance sur 5. Et puis les cancers ont explosé. Les maladies psychiques, tout un tas de maladies ont éclos à Falloujah. Et pour revenir sur les bébés déformés, c'est devenu le tabou de la ville. Moi, étant originaire de cet endroit, j'ai eu un accès privilégié à cette ville, et donc j'ai eu accès à des familles qui ont accepté de me parler, qui d'abord m'ont montré des photos, qui étaient incroyables. J'avais du mal à y croire au départ. Pour citer les cas les plus extrêmes, pardon, mais c'était des bébés à 2 têtes, des bébés à 5 membres, des bébés avec des organes à l'extérieur, qui souvent ne survivaient pas, ces enfants. Mais certains survivaient avec des déformations. Et ces bébés, on les cache. Les familles les cachent et ne savent pas quoi faire, sont dépassés. Et donc, à un moment donné, j'ai été amené à faire un reportage là-dessus. Et j'ai vraiment été amené, parce qu'on est venu vers moi. Mes amis et ma famille à Falloujah, à un moment donné, sont venus me voir avec ces photos et m'ont presque supplié de faire quelque chose et de témoigner. Et donc, j'ai eu non seulement l'opportunité, mais l'envie et presque la mission, en fait, de raconter ce qui se passait à l'intérieur. Parce que la ville de Falloujah était inaccessible à l'époque. Et encore une fois, j'ai pu jouer sur ma double identité pour y accéder. Lorsque j'ai filmé à l'hôpital de Falloujah, il y a une sage-femme, à un moment donné, qui m'a dit clairement, on demande aux femmes de ne plus avoir d'enfants, pour l'instant. C'est raide. C'est raide, et c'est... Quel espoir on a quand on est dans un pays en guerre et qu'on ne peut même pas avoir d'enfants. Oui, bien sûr. Donc, je suppose que ton rapport à la santé a bien évolué au fil de ces années. C'est quoi pour toi la santé aujourd'hui ?
La santé, en fait, j'y ai été confronté justement en Irak, parce que je touche du bois, mais j'ai jamais eu vraiment de problème de santé avant. J'en ai pas vraiment eu après, mais j'étais confronté à des gens qui étaient dans une misère sanitaire et qui étaient démunis face à des maladies, notamment le cancer à Fallujah, mais aussi, encore une fois, ces déformations. Ça pose des questions, parce que moi, j'ai marché dans les ruines de bâtiments bombardés. J'avais un peu étudié la question juste avant, donc je savais que c'était pas comparable à Hiroshima, par exemple, ou à Tchernobyl, avec des radiations constantes. C'est autre chose, c'est de la poussière, en fait, d'uranium, donc c'est quelque chose qui s'inhale ou qu'on ingère en respirant ou en mangeant au moment où la ville est bombardée. Donc moi, je suis arrivé après. Donc j'ai peut-être été confronté à ça, mais pour l'instant, encore une fois, je touche du bois, j'ai pas de conséquences là-dessus. Mais du coup, je me suis énormément renseigné sur le traitement. Est-ce qu'un traitement existe pour ça? Est-ce qu'on peut nettoyer une ville qui est toxique? Ça, c'est des questions que j'ai pu poser à des spécialistes de l'armée américaine durant cette enquête que j'ai faite sur Fallujah. Il y avait deux positions. Certains me disaient que ça prendrait des dizaines et des dizaines d'années, parce qu'en gros, l'uranium, quand il contamine un endroit, on en a pour 5 milliards d'années, autant dire l'éternité. D'autres ont suggéré tout de suite de quitter la ville, en fait. Que la ville de Fallujah, parmi d'autres, toutes celles qui ont été bombardées en fait, par des armes à l'uranium, ne sont pas nettoyables. Donc en fait, ces gens, et là pour Fallujah on parle de 300 000 personnes, vivent dans une ville toxique. Mais où aller? Lorsqu'on pose la question à un Falloudji, un habitant de Fallujah, on vous rit au nez. Quitter Fallujah, mais pour aller où? Dans un camp? Donc on préfère vivre au milieu des ruines toxiques. Et tout ça m'a tellement attristé que je me suis intéressé de plus près à cette question. Et ensuite, ça m'a amené à ma vie quotidienne. Et naturellement, ça m'a amené vers l'alimentation aussi. Parce que quand on parle d'uranium, on ne peut pas comparer ça aux pesticides. Mais finalement, l'effet de causalité est le même. Parce que quand on mange des aliments bourrés de pesticides, et ça, beaucoup de gens, dont moi le premier à l'époque, l'ignoraient. Moi, j'ai dû manger des tas de choses horribles, comme tout le monde ici en France, quand on se renseigne pas, notamment lorsqu'on va faire ses courses dans les hypermarchés, on a affaire à des produits toxiques aussi. Et c'est bien trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Je fais hyper attention aujourd'hui à tout ça. Tu as un fils de 4 ans. Oui. Comment tu lui parleras de l'Irak? J'attends déjà qu'il me pose la question. Il est encore très jeune. C'est particulier parce que lui, il est né à Dubaï. Donc il a plusieurs identités, plusieurs cultures, on va dire. Mais étant né à Dubaï, dans une ville internationale, lui, en fait, le fait de voir des gens de toutes origines, ça lui semble normal, parce qu'à Dubaï, il y a 200 communautés. On revendique 200 communautés. Donc le monde entier se trouve à Dubaï. Mais un jour, lorsqu'il me posera des questions sur l'Irak, et je redoute un peu ce moment-là, je pense que je lui ferai toute l'histoire, toute mon histoire, du jour où j'ai découvert un pays magnifique jusqu'au jour où il est tombé. Je pense qu'il faut être honnête avec les enfants et il ne faut pas leur mentir. Je ne lui dirai pas que... Je ne lui ferai pas l'histoire du Père Noël en Irak. Je lui raconterai la vérité. Et si un jour il me demande de l'emmener, je l'emmènerai. Tu pourras lui lire le livre déjà. J'espère qu'il lira le livre. Alors mon fils, il est anglophone pour l'instant, mais si un jour, je l'espère, il s'intéresse au livre en langue française, il aura mon livre sur sa table de chevet. Merci beaucoup, Ferrat. Merci, Cindy. Ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.